Merci. La parole est à Madame Maréchal Le Pen. Je vous invite, mes chers collègues, à un peu plus de silence. Vous-même, Monsieur Lelouch, vous avez appelé à un débat serein. Et donc, c'est extrêmement désagréable d'entendre des glapissements pendant que l'orateur s'exprime à la tribune. Madame Le Pen, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Moi, je comprends un peu mieux l'énergie qui est déployée pour faire croire à un péril d'extrême droite, puisque qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt à le laisser en vie. Or, il ne s'agit là que du sujet de l'indépendance nationale. Or, je crois profondément que ce sujet n'est ni de droite ni de gauche, comme le révèlent d'ailleurs les positions d'aujourd'hui. Combien de nos concitoyens connaissent la Cour européenne des droits de l'homme, son président, sa composition et surtout son pouvoir ? Ce qui est flagrant, c'est que la méconnaissance de cette juridiction est inversement proportionnelle au poids qu'elle exerce sur notre pays. Partie d'une louable intention, la défense des droits de l'homme au sein des États signataires, cette juridiction s'est peu à peu érigée en gouvernement des juges étrangers dont les décisions s'imposent dans les législations nationales. Alors que l'article 46 de la Convention consacrait l'effet obligatoire et relatif des arrêts, en réalité, l'influence de la Cour est nettement plus large, puisque les énoncés sont beaucoup plus généraux et ne s'appliquent pas seulement aux cas spécifiques traités dans l'arrêt. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur laquelle s'appuie la Cour était pourtant à l'origine un texte général, une proclamation de principes abstraits, quasi philosophiques. Y voyant un levier de pouvoir sans limite, ce texte fut constamment interprété et surtout politisé par la pratique et la jurisprudence des juges de Strasbourg. Une interprétation extensive au service d'un politiquement correct affirmé qui permet de faire dire à peu près tout et n'importe quoi au texte en se rattachant vaguement à l'un de ses articles. De très nombreuses législations nationales sont désormais élaborées sous la tutelle indirecte de la CEDH et de ses jurisprudences. C'est patent dans le domaine de l'immigration, dont l'approche est particulièrement favorable aux droits des étrangers. Brice Hortefeux, alors ministre de l'Intérieur et de l'Immigration, le reconnut en déclarant, lors de la conférence préfectorale et consulaire du 14 février 2011, « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme conduit trop souvent, de facto, à privilégier le droit des migrants sur le droit des États à maîtriser l'immigration. » Comble est atteint avec les décisions qui conduisent aujourd'hui à la résolution que nous étudions. L'interdiction faite à des États souverains de pouvoir expulser de leur territoire des étrangers ou des nationaux déchus de leur nationalité condamnés pour terrorisme. Mais l'atteinte à la souveraineté nationale ne s'arrête pas au cadre de l'immigration ou de la sécurité intérieure, comme le révèlent d'ailleurs les exemples cités dans la résolution. J'ai ici quelques exemples édifiants. En 2014, la CEDH a condamné les autorités françaises à verser, au titre de nommage moral, des indemnités allant de 2 000 € à 5 000 € aux pirates somaliens, interpellés par les détournements des navires français, le Ponant et le Carédas, estimant que rien ne justifiait leur placement en garde à vue pour 48 heures supplémentaires après les jours passés en mer aux mains de l'armée française. Les Britanniques subirent eux aussi 2 condamnations en 2010 et 2011 pour avoir privé du droit de vote leurs détenus. Très libertaires, les juges n'ont pas imposé frontalement leur vision sur les sujets dits sociétaux, mais se sont néanmoins appliqués à permettre le contournement des législations nationales qui leur déplaisaient. C'est ainsi que la CEDH ne remet pas en cause l'interdiction française de la gestation pour autrui, mais vide cette interdiction de sa substance, en obligeant l'État français à inscrire au registre d'état civil tout enfant né à l'étranger d'une mère porteuse. Et les exemples aussi scandaleux qu'humiliants pour notre pays se multiplient sans fin. Le législateur vote ainsi la loi dans la crainte permanente de la censure du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, eux-mêmes adossés sur l'interprétation des jurisprudences de la CEDH. Il en vient ainsi à pratiquer l'autocensure ou à devoir modifier les législations nationales. L'opinion parfois militante de quelques juges est-elle plus légitime que la tradition d'une nation, le vote d'un parlement ou le suffrage direct d'un peuple ? La question mérite d'être posée alors que la CEDH n'est plus seulement un système de défense des droits fondamentaux, mais un moyen de contrecarrer les décisions de justice nationale par un recours devenu fréquent, trop fréquent, après l'épuisement des voies de recours internes. Il suffit pour cela de regarder les chiffres du nombre de recours qui a explosé ces dernières années. La résolution proposée est donc un premier pas, mais un pas bien timoré, dont on connaît déjà le destin sans lendemain. Les atteintes à notre souveraineté nationale nous sont devenues tellement habituelles que l'interdiction qui nous est faite de ne pouvoir expulser des terroristes étrangers cause à peine un frémissement. Bien plus que l'impossibilité d'un recours individuel devant la CEDH pour les terroristes, c'est tout notre droit, notre indépendance et nos traditions qui devraient être préservés de l'ingérence de magistrats sans aucune légitimité démocratique. Je voterai cette résolution, mais indépendamment d'une éventuelle dénonciation de la Convention européenne des droits de l'homme ou d'une réforme de la CEDH,
La voie la plus urgente à ouvrir est celle de la réaffirmation du primat du droit national, élaboré démocratiquement sur le droit européen et international, sauf à se résigner à l'impuissance de la politique française.